Alors, mon titre est quasiment le même, si ce n'est que j'ai rajouté un DS, en fait, et, et j'ai précisé donc, que je vais parler plus précisément de Médée. Donc, quelles approches possibles de la culture antique dans le cadre d'un cours transversal de bande dessinée en licence, l'exemple du mythe de Médée. Alors, je vais vous parler finalement du travail que je fais avec les étudiants de licence de lettres et d'autres licences qui peuvent être en SSH ou dans d'autres formations scientifiques depuis 2006 en fait. Alors, cette option bande dessinée a été créée donc en 2006 par alors au départ, j'étais à ce moment-là encore à terre, hein, donc je n'aurais pas imaginé à mon petit niveau que j'allais pouvoir mettre en place une option de BD. Et puis il se trouve que la collègue qui était responsable pour les étudiants de licence de lettres qui avait commencé le latin à la fac d'une option de civilisation prenait la retraite. Hein. Et depuis ces dernières années, il y avait en fait, on constatait que les étudiants, bien évidemment, faisaient des copier-coller d'Internet pour ce dossier de civilisation et que ça n'avait plus trop de sens en fait de leur faire ça. Et donc, ma collègue Marie-Françoise Marin, qui était responsable à ce moment-là de la section, m'a dit mais tu voudrais pas faire un truc sur le péplum ou un truc comme ça? Alors, j'ai dit à ce moment-là, le péplum en soi, c'est pas mon domaine. Ça l'est devenu petit à petit, mais je dis, moi, c'est plus la BD historique, quoi. C'est plus Alix. Alors, pour elle, c'était un peu tout pareil. Et donc, elle me dit, ben oui, voilà, t'as qu'à faire quelque chose sur ça. Et donc, c'est parti de là. Ce cours a été créé au départ comme un cours de BD qui reposait seulement au départ sur des œuvres liées à l'Antiquité romaine. Et on a travaillé à ce moment-là certains éléments de civilisation par ce biais, mais dès le début, pour moi, il était très clair que c'était un cours de BD où la BD n'était pas juste un outil, en fait. Hein. Donc voilà, c'était fondamental pour moi qui aime vraiment la BD que je fasse vraiment un cours de BD. Et petit à petit, les années passant, il y a certains semestres où j'ai fait des œuvres qui n'étaient pas forcément liées à l'Antiquité. Il y en avait toujours au moins une dans un des deux semestres, mais par rapport aux premières années où il n'y avait au départ que des œuvres liées à l'Antiquité, maintenant j'ai fait aussi autre chose. Donc voilà, c'est ce que je vous mets un petit peu en expliquant un peu plus en détail à l'oral. Alors, ce cours, donc, quand il a été monté en 2006, était au départ une option qui n'était que pour les étudiants de lettres, même au départ que de deuxième année. Puis après, finalement, très vite, ça a basculé en option lettres de première année. Et c'est resté comme ça jusqu'à maintenant inclus, sauf que depuis quelques années, j'ai réussi par une astuce administrative à faire en sorte que ça soit aussi une option accessible aux autres étudiants. Parce que j'avais des demandes en ce sens. Et donc, mon cours est mutualisé entre les étudiants de lettres et les étudiants qui, au départ, n'étaient qu'en SSH. Et puis ensuite, comme il y a eu des changements administratifs, les options transversales se sont ouvertes davantage. Et j'ai récupéré des étudiants qui pouvaient être de droit, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas encore mutualisé avec le DEG, de sciences, donc d'informatique, de bio, voilà. Donc, ça a continué comme ça quelques années. Et puis, il y a à peu près, je ne sais pas, quelque chose comme 6 ans, j'avais un étudiant qui était vraiment très assidu pour les 2 semestres et qui me disait, mais madame, mais pourquoi on ne peut pas continuer en fait au bout d'un an? J'ai dit, mais je ne peux pas faire plusieurs cours. La priorité, c'est bien évidemment mon service de latin, parce qu'il y a beaucoup d'heures à faire. Mais en fait, j'ai trouvé aussi une possibilité, c'est-à-dire que j'ai fait créer finalement un code pour chacun des semestres de licence et je mutualise les cours à chaque fois de L1, de L2, de L3 selon les inscriptions des étudiants dans ces options-là. Ce qui fait que moi, ça me fait changer continuellement le programme, au moins tous les
enfin, je dois avoir un bloc de 3 années à la suite où je fais forcément pas le même programme et pas le même programme à chaque semestre. Et ça permet aux étudiants qui voudraient suivre ce cours-là jusqu'à 6 semestres de pouvoir le faire. Voilà. Et j'ai des étudiants qui effectivement ont choisi de se spécialiser finalement grâce à ce cours de BD en suivant le cours sur plusieurs semestres, alors qu'au départ finalement la possibilité c'était simplement sur un semestre, maximum 2. Voilà. Une remarque aussi administrative, malheureusement le cours contient moins d'heures qu'au début. Quand je l'avais monté vraiment, où on avait beaucoup travaillé la civilisation romaine, j'avais un cours d'option de 18 heures. Et toutes ces options-là sont malheureusement passées à 13 heures. Et donc, je fais forcément un tiers du travail en moins. Voilà. Voilà. Bon, en fait, dans les faits, si jamais je sens que par rapport au travail, il y a besoin de faire des séances en plus, je fais des séances en plus. Donc, voilà. Je fais en général des séances qui font 1h30 ou 2 heures depuis ces dernières années. Et comme ça me dégage un petit peu le semestre. Et s'il y a besoin, je peux faire quelques semaines en plus. Voilà. Lorsque j'ai monté le cours, j'ai fait finalement je fais une proposition à mes collègues. Et pour moi, qui, comme je disais, en plus était simplement à terre voilà, depuis 2 ans et qui avait à cœur aussi de faire comprendre que la bande dessinée, ça pouvait être sérieux, c'était pas évident au départ parce que beaucoup de collègues se demandaient en fait ce que c'était ce cours. Et puis finalement, la première année où j'ai fait le cours, j'ai fait un cours extrêmement dense. Même pour les étudiants, je crois que ceux de cette année-là ont beaucoup écrit. Voilà. Et après, j'ai réduit un petit peu mes ambitions parce que c'est vrai que je les ai fait bosser comme des malades, je pense. Mais je voulais vraiment montrer que, voilà, que c'était un vrai cours. Hein, donc. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun problème. Pour tous mes collègues, c'était bien intégré que voilà, il y avait un cours de BD. Pour les étudiants aussi, simplement, je reçois bien évidemment des inscrits en première année qui s'inscrivent à ce cours comme ils s'inscriraient en cours de basket ou autre, en cochant juste un truc. Et bon, quand ils se rendent compte qu'on va travailler comme dans n'importe quel cours, ça peut faire que quelques rangs s'éclaircissent. Bon. Voilà, donc dans ce cours, j'ai en même temps finalement des étudiants qui peuvent avoir 3 niveaux, donc débutant, intermédiaire et perfectionnement. Mais comme en fait, il n'y a que moi qui fais le cours, je sais forcément quels sont les étudiants que j'ai eus. Donc ça veut dire que en fait, quand je vais les noter à l'examen, je vais être forcément un petit peu plus sévère avec ceux qui ont déjà suivi le cours un ou plusieurs semestres. Et parfois, je peux leur demander des choses un petit peu différentes en exposé. Donc voilà, on adapte simplement, mais après, le fond du cours reste le même. Ça peut être aussi que lorsqu'il y a des exposés, par exemple, l'an dernier, mais justement sur mes dés, il y a des étudiantes que j'avais eues en première année aux 2 semestres de BD et elles étaient volontaires pour faire un exposé dès le 2e cours pour m'aider et j'ai accepté de suite parce que je savais qu'elles étaient capables de le faire. Voilà. Donc ce programme change très régulièrement, même s'il y a des œuvres qui reviennent, donc Alix Senator, Murena, pour les œuvres antiques. Et après, j'intègre des œuvres que parfois je ne fais qu'une fois parce que j'ai l'impression que même si je faisais ce cours jusqu'à ma retraite, j'arriverai jamais à faire partager toutes les œuvres qui me passionnent. Et c'est ça qui est fondamental aussi, c'est que pour ce cours, je n'ai bien sûr pas de contraintes, je n'ai pas de programme, sauf celui que je définis. Donc, pour moi, la seule chose qui est importante, c'est prendre des œuvres qui me plaisent et essayer de les faire découvrir ou de les faire redécouvrir à des étudiants. Voilà. Et j'ai mis en bas de la diapo une petite remarque, il n'y a pas que dans le cours de BD que j'utilise la BD, puisque je m'en sers aussi dans mes cours de licence, de master,
sans qu'on fasse bien évidemment une étude d'œuvre intégrale comme je peux le faire dans le cours de BD, mais ponctuellement, dans le cadre des cours de latin, je peux être amenée à utiliser telle ou telle planche, voilà, en CAPES aussi, ça arrive. Voilà pour l'explication finalement du dispositif. Alors donc pour vous montrer un petit peu finalement ce que j'ai pu faire avec les étudiants, au tout début, j'ai fait des cours qui étaient généraux avec des diaporamas sans œuvre au programme. Voilà, l'histoire des BD franco-belges, langage et technique de la BD, les plans, les questions des prépublications, des réécritures, son et mouvement BD, parfois sur le BD journalisme, l'autobiographie en BD. Ces diaporamas très techniques, je m'en sers encore parfois, mais j'y passe beaucoup moins de temps. Je m'en sers parfois avant certaines œuvres au programme pour redonner quand même quelques informations de base aux étudiants, puisqu'en général, ils n'ont jamais eu de leur scolarité un cours lié à la bande dessinée où il arrive parfois que des étudiants aient eu donc en collège ou en lycée une œuvre au programme posée par l'enseignant qui soit une œuvre de BD, mais c'est rarissime. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait eu plus de 5 étudiants qui m'aient fait cette remarque-là. Donc, pour le domaine, pour les œuvres au programme que j'ai pu mettre en place ces dernières années, le premier problème qui se pose, que je choisisse le domaine antique ou pas, c'est la question du coût. Parce que les BD, ça coûte cher. Et les étudiants n'ont pas forcément d'argent. Donc, les premières années, en fait, où j'avais mis de suite Alix et Murena au programme, en fait, j'achetais les BD pour les étudiants. Voilà. Parce que j'avais demandé au départ, en fait, à ce que les BD soient achetés à la BU. Et on m'avait dit que ce n'était pas possible. Voilà. Donc, les premières années, il n'y avait pas de BD à la BU à Pau. Et petit à petit, il se trouve que quelqu'un à la BU a changé, le responsable des achats pour les collections, et ça a tout changé, puisqu'il aimait la BD, et il a trouvé le moyen de faire acheter des BD. Et depuis, on a des rayonnages de BD. Alors certes, il y a des ouvrages théoriques sur la BD, mais on a aussi les BD. Parce que c'était la discussion finalement du début, c'est-à-dire qu'on m'avait dit la bibliothèque universitaire doit avoir les études sur la BD, mais pas les BD. Voilà. Et bon, je trouvais que c'était quand même un gros problème si les étudiants ne pouvaient pas lire les œuvres. Voilà. Donc, voilà pour les œuvres qui ne sont pas antiques. Maus, un je trouve très particulier qui est sur la question du langage, un Jérôme K. Jérôme Bloch, Calamity Jane, Tintin au Tibet, et cette année, ah ouais, moi je me suis un peu assoupli, donc bon, on entend par derrière, voilà. Et dans le domaine antique, donc voilà les œuvres, donc Médée, dont je vais reparler, Murena, Astérix. Alors essentiellement, j'ai travaillé sur Astérix et Cléopâtre et le tour de Gaulle d'Astérix. Pour les Alix, le tombeau étrusque, le spectre de Carthage et Yorix le Grand. Et il m'est arrivé de travailler sur des extraits d'autres Alix, s'il y avait des comparaisons à faire. Alix Senator, Thermae Romae et Pline. Voilà. Donc, pour les mangas, c'était il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait essentiellement la série Pline qui était au programme et j'expliquais un petit peu Thermae Romae. Voilà. Mais le gros souci qui se pose lorsque je mets au programme une série, c'est effectivement comment les étudiants vont faire pour pouvoir la lire. Donc, je dois autoriser le partage de BD, que chacun achète un tome. Donc, ça nécessite aussi une organisation pour les examens. En fait, voilà. J'ai réussi à faire acheter des ouvrages en série complète à la BU, en plusieurs exemplaires. Par exemple, pour Murena, il y a au moins 2 séries complètes. Pour Alix Senator, voilà, pour une partie de ces œuvres-là, il y a parfois entre une série complète et 2. Et après, j'en ai au bureau que je peux prêter aux étudiants dans certains cas. Voilà. Pour m'aider, on a travaillé en 2017 pour la première fois sur cette œuvre. À ce moment-là, il n'y avait que les 3 premiers tomes qui étaient sortis. La série est achevée depuis 2020 avec la sortie du 4e tome. Et j'ai donc travaillé l'année dernière sur la série complète. À cause du Covid en 2020,
la sortie de l'intégrale a été repoussée. J'avais déjà choisi que Médée était au programme et je l'avais déjà indiqué aux étudiants. Et l'intégrale est sortie quasiment 1 an plus tard, ce qui fait que les étudiants se sont retrouvés avec les 4 tomes achetés et ça posait des problèmes. Voilà. Donc là aussi, on a dû bricoler des solutions pour que les étudiants puissent avoir tous accès à la BD. Depuis que l'intégrale est sortie, ça simplifie beaucoup les choses. La prochaine fois que je vais le mettre au programme, je sais que tout simplement, ça va leur coûter 2 fois moins cher. Voilà. Pour Murena, le problème est encore plus important. Lorsque j'ai commencé à mettre Murena au programme, on en était, je crois, au tome 5 de Murena. Bon, là, il y en a le double. Il est évident que je ne peux pas demander aux étudiants d'acheter l'intégralité de Murena. C'est beaucoup trop cher et de toute façon, on n'a pas le temps de travailler tout ça. Donc, si c'est pour travailler juste certaines planches des albums, leur demander cet achat-là, c'est inimaginable. Donc, je choisis de me concentrer en général sur le cycle de la mer autour d'Agrippine, avec au début la mort de Claude, puis la mort de Britannicus, et grosso modo jusqu'à Agrippine. Et parfois, à ce moment-là, je peux compléter avec d'autres planches qui correspondent au cycle de l'épouse. Et si besoin est, avec d'autres extraits tirés des autres tomes, sachant qu'ils auront tout ça à la BU en entier. Voilà. Pour Astérix, là, c'est beaucoup plus facile, je dirais, financièrement. Les étudiants ont encore la possibilité, en allant chez leurs parents, de trouver éventuellement Astérix dans la bibliothèque. Voilà. Et puis, on le trouve facilement d'occasion. Donc, voilà. Donc là, j'ai travaillé sur 2 albums à 2 reprises. Et puis après, j'ai travaillé sur des extraits autour des citations latines. Pour Alix, on le trouve facilement d'occasion aussi, donc ça permet de réduire les coûts de manière importante. J'ai travaillé essentiellement sur le tombeau étrusque, le spectre de Carthage et Iorix le Grand. Et si besoin était, j'ai fourni des planches d'autres œuvres, d'autres tomes, lorsqu'on a travaillé sur la figure de Vercingétorix, les gallo-romains et la question de, comme pour Astérix finalement, de la déformation historique de César. Pour Alix Sénator, il commence à y avoir maintenant beaucoup de tomes. Au début, on a travaillé les premiers tomes et je m'en tiens à ça lorsque je le mets au programme, c'est-à-dire les 3 premiers autour de la figure d'Auguste et du complot qui se met en place. Et ça permet de travailler sur les présages liés à la grandeur d'Auguste avec des extraits de Suétone. Alors, dans le cours de BD, les extraits antiques sont forcément en traduction. Parce que je peux avoir des latinistes dans ce cours-là, mais je peux avoir des non-latinistes. Voilà. Donc, si je sais qu'il y a pas mal de mes latinistes, je peux mettre un texte en bilingue et puis je peux faire des remarques ponctuelles. Mais il faut que tout le monde puisse suivre le cours. Pour Thermae, Romae et Pline, donc on travaillait essentiellement sur Pline. Là, les étudiants ont trouvé que c'était bien, c'était pas cher, les mangas, forcément, pour le début, quand on a travaillé sur les premiers tomes. Voilà, et après, ils n'avaient pas acheté Thermae, Romae, c'est moi qui ai fourni les extraits lorsqu'on a travaillé sur les passages où il y avait du latin, en fait. Je voulais qu'on réfléchisse finalement à l'intégration du latin et on a travaillé aussi sur les planches en japonais pour essayer de voir, en fait, ce que ça donnait dans la version d'origine, le latin, comment il était présenté. Voilà, donc c'est une étudiante qui, voilà, dans les méandres d'Internet, a réussi à récupérer les planches en japonais. Voilà. Et après, donc, l'œuvre sur laquelle je travaille pour ce semestre, c'est Florida. Alors, c'est un texte, c'est une BD qui s'appuie sur un texte qui est en latin, mais c'est une histoire qui se passe au XVIe siècle, donc voilà, on n'est pas dans le domaine antique, même s'il y a le latin qui est très important. Alors, simplement pour montrer, alors voilà, parce que hop, c'est ça que je voudrais faire. C'est bon. Donc, la première fois que j'ai mis Médée au programme, donc c'était en 2017, j'ai eu un cours avec beaucoup d'étudiants. J'ai eu environ 70 étudiants réellement présents qui ont composé à l'examen, qui ont participé aux différents éléments, et il y avait quelque chose comme une centaine d'inscrits.
donc, ça a été le départ de mon travail sur Médée. Ensuite, en 2019, lorsque l'Université autonome de Madrid a proposé un colloque sur l'hybridation des mythes, j'ai eu envie de retravailler sur Médée et j'ai donc fait un travail de recherche sur la question du féminisme dans la BD Médée. Et tout ce travail de recherche a à nouveau nourri mon cours. Et en 2020, j'ai remis l'œuvre au programme. Alors, c'est pour vous montrer finalement qu'il n'y a pas des barrières entre l'enseignement et la recherche, bien évidemment. Pour moi, ça se nourrit sans arrêt. Donc là, après ce travail de conférence, j'ai remis l'œuvre au programme. Donc là, il y avait un groupe à peu près de 45 étudiants et j'ai fait donc le cours. Et puis, en 2021, en fait, l'article, je l'ai préparé j'ai préparé la conférence pour en faire un article et je me suis là aussi aidée finalement des recherches complémentaires que j'avais pu faire dans le cadre du cours. Et là, donc en 2022, c'est la publication en fait de l'article qui sort, le livre sort la semaine prochaine. Alors, quel était mon but en mettant Médée au programme? Très clairement, leur faire découvrir, puisque pour certains c'est une découverte totale, hein, l'histoire de Médée, de Jason et des Argonautes. Hein. Donc un objectif déjà très simple finalement au départ, pour avoir découvert le texte de Sénèque en licence, en agrégation et avoir adoré la Médée de Sénèque. Et j'avais envie finalement de leur faire découvrir ce personnage-là par le biais de la BD. Pour les étudiants que j'ai eus, en CAPES par exemple, c'est arrivé qu'on travaille sur des extraits de la Médée de Sénèque, donc ils savaient déjà que j'aimais l'œuvre. Et là, donc, quand la BD de Nancy Peña et Blandine Lecalé est sortie, pour moi c'était vraiment l'occasion de faire travailler les étudiants. Et leur montrer finalement comment ce mythe avait un fondement en littérature, qu'on pouvait s'appuyer sur des textes antiques. Pour des étudiants qui sont latinistes et pour certaines lettres classiques, bon, déjà ça disait quelque chose. Mais comme dans ce cours, je peux avoir des étudiants qui n'ont aucune culture antique. Et donc, mon ambition, c'est finalement qu'ils arrivent à en avoir un petit peu plus à la fin de ce cours-là. Et leur montrer aussi que c'est un mythe qu'on va retrouver dans des œuvres d'art anciennes, donc antiques, et jusqu'à des œuvres modernes finalement, jusqu'à la BD. Et après, d'un point de vue technique, hein, il fallait qu'ils sachent analyser une planche de BD ou faire un exposé sur un thème, ça dépendait des années. Et en fait, ils avaient à chaque fois à faire une dissertation finale, une dissertation voilà, sur thème ou une analyse de planche à la fin. Voilà, ça dépend. Alors, en 2017, finalement, les objectifs plus spécifiques, c'était donc prendre conscience de la permanence de ce mythe consacré à Médée, en travaillant avec la série BD et aussi en s'appuyant sur la série animée des grands mythes d'Arte. Pour la première fois, j'ai mis en place quelque chose qui était une écriture de scénario avec les étudiants. On a travaillé, donc, comme je vous ai dit, sur les tomes 1 à 3, c'est-à-dire qu'il nous manquait la fin de l'histoire de Médée. Et il nous manquait notamment le moment où elle va se débarrasser de sa rivale, que Jason s'apprêtait à épouser. Et donc, j'ai demandé aux étudiants, finalement, d'imaginer le scénario qui correspondrait à une adaptation de ce passage-là de Sénèque. C'est un travail qu'ils avaient à faire en groupe, donc entre 2 et je crois qu'ils étaient peut-être 4-5 pour le maximum. Et ils avaient la possibilité, s'ils voulaient, de dessiner totalement une planche, de faire autrement simplement un storyboard, mais au minimum, c'était vraiment un scénario textuel. Dans les années suivantes, j'ai exigé après au minimum le storyboard. Bien évidemment, pour ceux qui ont fait des planches, je ne note pas, ni même pour le storyboard, la qualité de dessin. On n'est pas dans un cours de dessin. Et je leur dis de suite que je dessine très mal. Donc, le seul truc que je peux leur apprendre, c'est finalement à analyser une BD, comme on peut analyser un roman, mais sûrement pas à dessiner. Et l'objectif aussi, finalement, c'était de savoir présenter ces choix scénaristiques
à l'oral, en groupe, avec un oral très, très bref, hein, du type 3 minutes, hein, comme ma thèse en 180 secondes. Et voilà, donc ça, c'était spécifique à cette année-là. En 2022, donc, on a travaillé sur, à nouveau sur la question de la permanence, mais en s'intéressant à d'autres œuvres en plus. Et d'une manière plus globale, j'ai voulu aussi rattacher le scénario de la BD Médée à l'œuvre de Blandine Le Calais, qui n'est pas que la scénariste de Médée, qui est une universitaire, qui a travaillé sur la question du monstre et qui est aussi une romancière. Voilà. Et j'ai montré aux étudiants des liens qu'il pouvait y avoir avec le reste de l'œuvre. Et on a travaillé aussi avec une autre optique, la question du féminisme qui se trouve dans la BD. Voilà. Et si on a le temps, vous verrez que ça, voilà, ça n'a pas toujours, pour certains, été une bonne nouvelle, ce dernier point. Sur la promo de 2017. Alors, comme j'ai mis effet positif au-delà de mes espérances, tous les étudiants de ce cours, je crois que je peux dire vraiment tous ceux qui ont suivi le cours, ont adoré la BD. Voilà, ont adoré la série. Et vraiment, ils ont, pour certains, ça les a vraiment profondément marqués, à un point tel que je dois à ce cours de BD et à Médée le fait que certains aient continué en latin avec moi. Parce que finalement, ça leur a donné une envie d'en connaître plus, et certains donc, ont continué en latin majeur en L2, L3 jusqu'en master, parce qu'ils avaient accroché à cette série-là. Et je ne sais pas trop comment expliquer, mais cette série, finalement, elle a pu faire réfléchir beaucoup d'étudiants, les bouleverser, et ça a créé aussi des liens entre eux très forts, notamment donc, quand ils se sont rapprochés pour écrire les scénarios. On était au tout début de septembre, hein, la plupart ne se connaissaient absolument pas. Ils se sont retrouvés dans le cours de BD, et ils se sont mis à travailler ensemble, et ça a créé des histoires très fortes d'amitié, même dans certains cas d'amour, en fait, je sais, qui durent encore. Et donc, c'est assez étonnant de voir que pour eux, ce cours et la BD Médée est resté quelque chose de très fort. Alors, ça ne se produit pas forcément tous les ans, et ça dépend des promos. Alors, je reviendrai sur ça après. Je leur ai posé la question à quelques-uns, en fait, avec qui je suis encore en contact, ce que ça leur a apporté. Voilà. Et je vais attraper l'autre diaporama. Alors, il doit falloir que je repartage peut-être. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien l'autre diaporama? C'est bon? Médée, une femme mythique. C'est bon? Oui, c'est bon, Julie. Alors, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai repris les diaporamas, en fait, que j'ai utilisés pour les deux cours. Et j'ai coupé et j'ai ajouté simplement quelques petits trucs pour que ça soit plus clair. Donc, voilà. Donc, on travaillait sur les 3 premiers tomes. Et comme vous voyez, déjà, dès la diapo d'ouverture du cours, je voulais leur montrer finalement une Médée plus moderne et une Médée antique, et la BD en appui. Et donc, on travaillait là sur la question du mythe. Et donc, en 2020, on a travaillé aussi sur la question du féminisme de Médée. Voilà comment étaient organisées les séances de cours, hein. Donc, on a d'abord travaillé sur les 3 couvertures. Je leur ai parlé de Médée, tout simplement. Je leur ai présenté la généalogie. Et on a aussi travaillé sur le vocabulaire de la bande dessinée. J'ai ensuite diffusé l'épisode Médée, l'amour assassin de la série des grands mythes d'Arte. Et on a discuté aussi de ce qu'il y avait dans cet épisode. Ensuite, il y avait une séance de travail sur chaque tome, donc c'était en lecture suivie, et je m'attardais sur certaines planches pour expliquer certains éléments mythologiques, certains éléments qui étaient représentés, qui étaient tirés de telle ou telle œuvre, de telle ou telle céramique, par exemple, on va voir ça.
Ensuite, on avait travaillé donc sur des planches plus précisément et le travail autour des scénarios avec les scénarios qui avaient été écrits par les différents groupes et la présentation des travaux et ensuite donc le terminal anticipé qui était une étude de planche. Je leur avais donc indiqué le programme et en bibliographie complémentaire à ce moment-là, c'était essentiellement le Grimal et le Belfiore comme dictionnaire de la mythologie et la Médée de Sénèque à lire. Voilà, bon, je ne me fais pas d'illusions, je pense que quand même tous ne l'ont pas lu. Hein. Bon. Mais bon, certains l'ont lu, en tout cas au moins ils ont lu des extraits avec moi. Et je leur indiquais ensuite un lien autour de la Médée de Pasolini et la Médée de Corneille et la Médée d'Euripide. Et là, j'insistais quand même pour les étudiants de lettres. Hein. Voilà. Je me suis appuyée aussi, même si ce n'est pas indiqué là en bibliographie, sur des extraits de l'émission qui était sur Arrête ton char, répertoriée là-bas, La grosse mytho. Voilà. Alors, le tout début, en fait, j'ai commencé, avant de leur dire qui était Médée, j'ai commencé par leur lire un extrait avec une prise de parole magistrale de Médée. Alors, je lis juste le début, mais finalement, c'était assez efficace pour qu'ils soient captivés dès le début, en fait. Dieu du mariage, et toi, Lucine, qui veille sur le lit conjugal, et toi qui as appris à Tiphys comment maîtriser le premier bateau qui allait dompter les flots, et toi, cruel souverain de la mer profonde, et toi, Titan, qui distribue au monde la lumière du jour, et toi, Hécate à triple forme, qui éclaire les rituels secrets d'une lueur complice, et vous, Dieu que Jason prit à témoin lorsqu'il s'engagea envers moi, et vous qui les plus légitimes lorsqu'on s'appelle Médée d'invoquer en prière, chaos, nuit éternelle, etc. Donc, j'ai commencé en fait très vite par leur lire ce texte, cet extrait de la Médée de Sénèque, dans la traduction de Blandine Le Calais, puisqu'elle a aussi traduit l'œuvre de Sénèque. Et voilà, et donc en leur lisant ce texte très fort de Médée, finalement, je trouvais que c'était la meilleure présentation possible aussi du personnage, c'est-à-dire lui laisser la parole. Et là, c'était vraiment le texte littéraire qu'il découvrait d'abord. Donc voilà, en général, là, après ces quelques minutes où je leur lisais ce texte, ils étaient assez attentifs. Dans les documents que j'ai distribués, je ne sais plus, en photocopie ou en tout cas qu'ils avaient à disposition en ligne, il y avait différents articles du dictionnaire mythologique de Grimal, donc autour de Médée, de Jason, des Argonautes. Voilà, des choses qui pouvaient correspondre à des éléments que j'avais indiqués en cours ou dont ils pouvaient avoir besoin pour comprendre des détails dans la BD. Voilà. Je leur montrais aussi, hein, ça, ils n'avaient bien évidemment pas à faire les recherches qui correspondaient à tout ce qui était indiqué dans le Grimal, mais pour ceux qui étaient en lettres, ceux qui étaient, et dans ce lot-là, il y en avait en lettres classiques, c'était pour leur montrer aussi les sources littéraires, en me disant que peut-être certains auraient envie ensuite de travailler peut-être en master sur le personnage. Je me suis appuyée aussi sur le dictionnaire de la mythologie gréco-romaine de René Martin, même si c'est vraiment beaucoup moins ambitieux, mais ça m'intéressait aussi par rapport aux œuvres modernes qui étaient citées, par exemple en musique. Voilà. Donc là, c'est complémentaire. Je leur ai donné à ce moment-là des informations sur le personnage de Médée, d'un point de vue littéraire, comment on l'analyse. Donc, on a travaillé avec des extraits de Blandine Le Calais, des extraits de Florence Dupont. Voilà. Donc, je ne vais pas lire le détail, mais c'est simplement des éléments que je leur ai donnés. Je leur ai présenté aussi la pièce de Sénèque, en leur présentant les acteurs, voilà, comment ça s'organisait, qui pouvaient jouer quel rôle. Et voilà, le fait qu'il y avait des rôles, des acteurs qui allaient jouer plusieurs personnages. Et puis après, donc, on a travaillé réellement sur l'œuvre. Donc, quand on a travaillé d'abord sur les couvertures, voilà, le principe, c'est que je vais expliquer des choses, mais je leur laisse aussi la parole pour essayer de les faire parler, bien évidemment. Bon, des fois, ils ne parlent pas, hein, voilà. Et il faut savoir que lorsqu'on a travaillé sur l'épouse barbare, en 4e de couverture, il y avait déjà en tout petit, en fait, la couverture qui correspondait au tome 4. Elle n'a absolument pas changé.
C'est vraiment sous cette forme-là qu'elle est sortie. Et il y avait donc déjà cette couverture impressionnante qui attirait déjà l'œil des étudiants avec Médée, sa robe en sang, son fameux serpent autour d'elle et un couteau. Et ce titre très fort, La chair et le sang. Ce tome donc, est sorti seulement en 2020 et en 2019 et j'ai senti une très grande impatience des étudiants qui régulièrement me demandaient, alors pour les latinistes essentiellement que j'avais en cours, est-ce que je savais quand le tome 4 allait sortir, mais je n'avais aucune info particulière. Donc, il y avait vraiment la volonté de continuer à suivre l'histoire de Médée. Et je sais qu'il y a au moins une dizaine d'étudiants qui, spontanément, ont commandé le livre de suite pour le lire. Et je n'ai pas eu de déception de leur part. Ça correspondait à l'image finale qu'ils avaient de Médée. Ils ont eu parfois des surprises. Et ils ont pu comparer le travail que Nancy Peña et Blandine Lecalais ont fait sur la fin de l'œuvre avec ce qu'il y avait dans Sénèque. Ils ont pu se rendre compte que il y avait aussi une histoire qui continuait pour Médée dans la BD. Je me suis appuyée aussi sur les remerciements qu'il y a dans l'œuvre pour leur présenter quelques auteurs antiques qui ont travaillé sur Médée, pour leur montrer aussi comment, comme on le voyait finalement dans un dictionnaire mythologique, l'histoire de Médée, ce n'est pas juste une œuvre littéraire qui serait sans contradiction par rapport à la destinée du personnage, puisqu'on va avoir plusieurs auteurs en grec, en latin, avec même des œuvres dont on sait qu'elles ont été perdues, la tragédie de Médée d'Ovide, par exemple. Et on s'est beaucoup appuyé aussi sur ce qu'il y avait en 4e de couverture, Médée la scandaleuse, Médée la sorcière, la meurtrière, Médée le monstre. Voilà ce qu'on dit de moi. Les gens ne veulent retenir que ce qui les arrange au milieu de ces voix qui m'accablent. Il est temps que je fasse entendre la mienne. Il est temps que je raconte mon histoire pour établir enfin la vérité. Voilà. L'idée que c'est Médée, cette fois-ci, qui prend la parole, qui se saisit de son histoire, alors que, finalement, tout ce qu'on en sait, là, c'est raconté par des auteurs, des hommes. Donc, c'est le personnage qui va raconter son histoire. Donc, voilà, on a travaillé là sur la série, j'ai montré. Et donc, sur cette question de la vérité, ça traverse toute l'œuvre. On voit ça donc dans le tome 3 avec une case très importante qui ouvre le tome. On raconte à propos de ce voyage tant de choses qui ne sont jamais arrivées. Je soupçonne les Argonautes d'avoir inventé à leur retour une foule d'épisodes destinés à faire de leur périple une véritable épopée. La vérité est bien moins reluisante. Donc on va travailler aussi avec les étudiants sur cette question de la transmission de l'histoire de Médée. Bon, il y a des passages très intéressants aussi sur la réinterprétation du mythe dépouillé du surnaturel. Hein. Un dragon, c'est pas un dragon finalement. On va trouver ça aussi avec les centaures. La magie de Médée, c'est pas de la magie, hein, c'est un tour de passe-passe. C'est aussi une connaissance finalement de certaines poudres. Donc on va voir comment on a une figure de Médée savante qui traverse la série et combien c'est compliqué finalement pour cette Médée savante d'être savante et pas sorcière. Donc voilà, on a travaillé sur des extraits de ces 3 tomes. On a montré aussi que finalement la question de l'effet d'histoire antique va se mettre en place pour le lecteur dès les pages intérieures avec ces motifs géométriques qui apparaissent grecs ou crétois. La généalogie dont on avait parlé, on va la retrouver ici dans la BD dès le début. On va voir, on va travailler sur la généalogie de Médée avec des personnages qui vont disparaître au fur et à mesure des tomes. Par exemple, Phrixos, on voit les yeux fermés puisqu'il va mourir. Et au tome 3, puisque Médée est partie, on n'a plus de généalogie, mais on va avoir une carte de la Méditerranée, donc de la Colchide. On va bien sûr partir de la Colchide qui est représentée par la toison pour arriver donc jusqu'en Grèce. Donc là, pour beaucoup d'étudiants aussi, sont des choses qui ne visualisent pas du tout. Voilà. Donc quelques illustrations qui représentent Médée, sa féminité, ses pouvoirs associés à des animaux dangereux.
J'ai utilisé parfois, pour compléter certains points de l'histoire de Médée, d'autres bandes dessinées. Je me suis servi de la série chez Glénat autour des mythes, qui est assez récente, qui est parfois inégale, mais il y a des éléments qui peuvent être intéressants. Donc là, ça m'a intéressé pour la question de l'origine de la Toison d'Or, et justement, le personnage de Phrixos qui apparaît, ici enfant. Voilà, là par exemple un autre tome où on va voir Jason qui part chercher la Toison d'Or, puisque finalement dans la bande dessinée Médée de Peña et Le Calais, nous sommes avec Médée, nous ne sommes pas avec Jason, c'est-à-dire que nous n'allons découvrir Jason que lorsqu'il arrive avec Médée, et donc j'ai complété finalement avec d'autres éléments. Donc là, dans ce même volume, la question de la Toison d'Or, qui du coup va être traitée de manière très différente dans l'album de Peña et Le Calais. Et là, on a travaillé pas mal donc en utilisant ces émissions humoristiques qui sont très courtes, je crois 2 minutes, quelque chose comme ça, avec la grosse mytho, qui raconte une partie de l'histoire de Jason et de Médée. Et je leur ai montré donc différents tableaux modernes ou des amphores antiques, avec les mêmes scènes interprétées de manière différente, pour voir ensuite ce que ça donnait dans la BD. Donc je vais passer rapidement, voilà le principe. Et il y a des éléments, vous voyez par exemple, je pouvais diffuser un épisode de la grosse mytho qui était lié à une représentation plus particulière, la question du mariage. Donc voilà l'épisode clé avec les filles de Pélias, pour essayer de voir qu'est-ce qui a pu inspirer finalement Blandine Le Calais dans son scénario et Nancy Peña dans ses dessins. Donc voilà le parcours avec des œuvres beaucoup plus modernes finalement. Et donc le tableau de la croix qui va être intéressant parce qu'on va le retrouver justement dans Médée. Voilà, donc des éléments très divers. Je leur ai lu des extraits donc, qui viennent, je crois, là du Belfior, un dictionnaire mythologique de Belfior, avec des passages littéraires. Donc là, je ne sais pas, dans cette représentation, on voit Médée qui est devant une poterie qui représente a priori donc elle-même qui tuerait ses enfants. Donc peut-être que c'est ce qui a pu inspirer Blandine Le Calais pour une partie du scénario. Voilà, donc ça, justement, les étudiants qui ont lu l'œuvre avant doivent se dire que ça, on ne l'a pas vu, justement, dans la BD. Voilà, le lien avec le soleil y est, mais autrement. Donc, le lien après entre Thésée et Médée, qui va apparaître alors dans le tome 4, mais à ce stade-là, nous ne l'avions pas, donc j'étais allée puiser ailleurs, et avec une représentation de Médée extrêmement différente de ce qu'il y a dans la BD de Casterman. Une Médée qui a un traitement moins humain, je dirais, elle apparaît plus dangereuse et beaucoup moins sympathique. Voilà. Je leur ai aussi donné des extraits de Pascal Quignard, des extraits du Sexe et l'effroi, consacrés à Médée, pour leur faire découvrir aussi ce texte littéraire qui analyse le mythe. Voilà, donc tout ça, ils avaient à disposition. Hein. Donc là, c'était une analyse liée à cette fresque. Voilà. Et le tableau de la croix dont j'ai reparlé tout à l'heure. Je suis revenue en détail après sur certaines cases pour montrer des liens qu'il pouvait y avoir, là, Hécate aux 3 formes, qu'on va retrouver donc, dans la BD à différents endroits. Donc, là, je passe sur ça. Ce qui est très intéressant dans la BD Médée, c'est lorsqu'on va voir la vieille Médée aussi, qui est dans le récit cadre, qui va servir de narratrice devant les poteries qui racontent sa vie. Donc voilà, donc ça on pouvait travailler sur ces éléments-là qui servent une sorte de résumé de ce qu'on dit de Médée de nos jours, et finalement est-ce que c'est la vérité ou pas, voilà. Donc la question de la femme savante qui apparaît, et avec la maîtrise des éléments de la nature. Donc sur ça, je passe. On a l'évolution de la jeune fille, de l'enfant à la jeune fille, avec quelque chose d'assez rare. Hein. On va avoir Médée qui est représentée lorsqu'elle a ses règles pour la première fois.
Donc, je passe sur ça. Là, on avait une partie qui nous parlait de Dédale, donc on avait travaillé un petit peu sur Dédale et Icare. Et donc, voilà, les raccords visuels qu'il peut y avoir entre les différents tomes de la BD, comment ça se construit par rapport au récit cadre, au récit encadré. Puis le travail aussi sur les nombreuses planches muettes qu'il y a dans la BD. Ça a fait d'ailleurs beaucoup de dégâts à l'examen pour ceux qui n'avaient pas suivi le cours, qui se sont juste présentés à l'examen. Je vous laisse imaginer qu'une planche comme ça, dans laquelle il n'y a pas le nom du personnage, bien c'est très compliqué. Voilà. Donc, voilà. Et là, c'est intéressant, par exemple, pour la composition de l'ensemble des cases. Hein. Voilà. Donc là, j'avance. Donc là, c'était un extrait d'Apollonios de Rhodes. Donc là, on travaillait voilà, sur différents extraits. Un extrait des Métamorphoses d'Ovide. On regardait en détail certaines cases liées au personnage de Médée. Donc là, à nouveau, un extrait de la Médée de Sénèque. Et j'en arrive au travail qu'ils ont fait. Je leur ai montré finalement à quoi ça pouvait ressembler un scénario de BD. Donc, Valérie Mangem avait passé son scénario d'Alix Senator. Donc, j'ai montré voilà, le scénario d'origine, ce que ça donnait dans la planche. Je leur ai donné d'autres exemples. Donc, là, on a regardé en détail. Hein. Et là, par exemple, un autre scénario que j'avais. Et ils ont compris qu'ils avaient une marge de manœuvre finalement pour adapter Sénèque. Donc voilà l'extrait de Sénèque qu'ils avaient. Ils avaient 2 passages. Hein. Enfin, ça se suivait, si vous voulez. Ils choisissaient ce qu'ils voulaient à l'intérieur, mais c'est le moment, voilà, tout est perdu, le pouvoir royal a été renversé, la fille et son père sont étendus, morts, leurs cendres confondues. J'avais donné un petit document complémentaire sur Dolor, Furor et Néfas, destiné aux latinistes plus précisément. Donc, c'était ce document-là. Voilà. Et voilà ce que ça a donné, donc les travaux qui ont été faits. Donc, il y a eu finalement 26 scénarios différents, une exposition en BU de certains scénarios et de certaines planches. Il y a eu un vote et je vous montre le travail qui a raflé l'unanimité des votes. Hein. Ça, c'est en fait même les esquisses qui m'ont été données. J'ai eu un scénario et des esquisses et les planches définitives avec un très bon scénario, une utilisation bien de la traduction de Le Calais. Et voilà les planches magnifiques que j'ai reçues avec un scénario qui était impeccable. Voilà. Et ce groupe, ce sont des latinistes que j'ai eu en grande partie jusqu'au bout, en fait. Voilà, donc après, on peut voir les détails de la manière dont ils ont travaillé. On n'a pas le temps là, mais ça, c'est finalement ce que ça a donné dans la version finale de Peña et Le Calais. Et il y a des choses que les étudiants avaient bien vues, finalement. Hein. Simplement, ils ne pouvaient pas imaginer la place qui serait accordée dans la BD aux enfants de Médée. Voilà, qui vont être avant et après, finalement, le passage. Sénèque ne leur accordait pas une si grande place. Voilà, on voit dans le traitement, ça c'est donc une des étudiantes qui a fait ce dessin-là, et ça c'est le dessin de Nancy Peña. J'ai eu d'autres versions de scénarios qui étaient très intéressants, une version un peu plus en manga qui était très bien aussi. Donc voilà pour le travail de 2017, et je montre donc rapidement celui qui correspond à 2020. Alors, je vais vérifier que ce soit le bon fichier qui apparaisse. Alors, 2020, c'est celui-là. Hop. Voilà, donc là, j'ai insisté effectivement davantage sur la question du féminisme de Médée. Et donc, je n'ai pas créé de scénario, tout simplement parce que comme il y avait le tome 4 à analyser, eh bien, on n'avait pas assez de temps. Pour la synthèse finale, je me suis appuyée sur le travail que j'avais pu faire pour l'Université de Madrid. Donc, ils avaient la possibilité de me rendre des planches, des analyses de planches, ou de faire en fait des analyses thématiques, des exposés. Donc, j'ai souligné les éléments qui ont été pris. Voilà. La bibliographie était un peu plus étoffée. Bon, après, il y en a plein qui n'ont pas lu, comme toujours. Hein. Par contre, certains avaient travaillé au lycée Médée-Cali. Donc, j'ai eu la bonne surprise de voir que certains étudiants connaissaient cette œuvre-là. Et je leur ai présenté donc, ce qu'il y avait pour le semestre suivant.
Là aussi, on a travaillé un petit peu sur le vocabulaire de la BD. On a eu une réflexion sur la mythologie et un petit extrait d'une présentation générale de l'histoire de Jason et de Médée. Je me suis appuyée aussi sur l'introduction de Médée-Cali, qui était assez bien faite pour présenter l'évolution de Médée. J'ai montré aussi le roman L'obscure clarté de l'air. Et voilà. Et donc là, on a travaillé sur les 4 tomes. Et je vous ai dit que finalement, ce qui était un petit peu différent, c'est qu'on a travaillé aussi sur l'œuvre de Blandine Le Calais. Donc là, c'était le lien avec les monstres. Donc, je n'ai pas le temps de prendre les citations, mais il y a des liens en fait très intéressants avec le reste de son œuvre. La réflexion sur le mariage ici et le lien avec l'être aimé. On a travaillé aussi sur une case avec du grec là qui est à l'envers. Donc, on a tourné la case et je leur ai montré que c'était de la Médée d'Euripide. Donc, notre Médée, que l'on va voir écrire son histoire, en fait, elle écrit en grec là. Voilà. Donc ça, c'était le plan qui correspondait à ma synthèse. Donc Médée irrémédiablement sorcière et monstre absolu, point d'interrogation, en marche vers la démythification de la tradition propagée par la rumeur à la réinterprétation réaliste des épisodes clés du mythe et vers une reconstruction féministe du mythe de Médée. Alors, je passe sur tout ça, donc j'ai pris juste un peu Quignard, quelques extraits d'autres BD pour compléter. La BD Atalante, par exemple, on a le personnage de Médée qui ressemble à Daenerys dans Game of Thrones. Voilà, la 4e de couverture qui est très intéressante, sur laquelle on a travaillé et modifié dans l'édition intégrale, c'est le serpent qui va prendre la tête qui va prendre la place de la toison. Donc, à nouveau, la question de la vérité, de la manipulation, des connaissances de Médée. Là, c'était un petit peu un document complémentaire pour une réflexion sur ce qu'a été la chasse aux sorcières. Je passe sur ça, puisque je vois que l'heure tourne, donc j'avance. Là, c'était l'épisode clé de la mort du frère de Médée, voir comment c'était traité dans l'œuvre et voir que Médée, du coup, en était dédouanée. Elle était totalement innocente à ce moment-là. La mort donc de Draco, ça c'est le passage qu'on a vu. La question de la baguette magique, entre guillemets, bon, c'est juste un trait d'humour finalement de Médée qui va prendre un petit bout de bois, mais qui va s'en servir simplement pour détourner l'attention. Voilà. Là, la toison d'or qui est représentée en fait comme un travail d'un artiste. On peut peut-être imaginer que c'est le travail de Dédale. Voilà. À nouveau, la réinterprétation de certains personnages clés de la mythologie. Le Minotaure était un monstre hybride, fruit des amours, etc. En fait, le Minotaure n'était qu'un pauvre être horriblement difforme que Minos avait fait enfermer. Voilà. Donc, on va avoir Médée qui fait une autre lecture des mythes. Donc, les filles de Pélias. À nouveau, la réflexion sur la question de la sorcière. Et ça, c'est pour montrer finalement l'évolution. Ce qui est original dans la BD, c'est cette présentation de Médée comme femme, mais à tous les âges de la vie, de la petite fille, et d'abord de la vieille femme, puis flashback, donc la petite fille, la jeune femme, la femme amoureuse qui a une vie sexuelle, et la femme qui devient mère, la femme qui enfante, qui vieillit petit à petit et qui après est proche de la mort. Et toutes ces images de Médée font qu'on s'attache à ce personnage qui change sous nos yeux. Voilà, donc là, une réflexion sur l'enfantement et Médée qui prépare de quoi éviter une nouvelle grossesse. Voilà. Il y a tout un rapport au temps qui est intéressant lorsqu'on réfléchit justement à la question du mythe. Donc, Médée semble échapper au mythe, puisqu'elle semble échapper au temps en fait, mais c'est normal puisque c'est un mythe. Et donc, elle est dans une île à un moment et le temps s'arrête et puis à un moment, le temps repart. Et Médée va finir par mourir et on aura la grotte où il n'y aura plus finalement que le témoignage de son histoire. Chère Julie,
Oui. Il faudrait peut-être conclure, oui. Si vous le voulez. Donc là, c'était le rapport au temps qui était intéressant. Et alors, je passe, donc ça, c'était tous les extraits liés aux poteries qu'il pouvait y avoir. Vous pouvez utiliser aussi la BD Médée finalement en lien avec ce que vient de sortir aussi Blandine Le Calais, c'est-à-dire dans les petits latins, les charmes de sorcière, puisque vous allez avoir l'histoire de Médée qui va apparaître avec des phrases latines très simples. Et voilà. Et donc simplement, ce que j'aurais voulu montrer, bon, mais alors du coup, je n'ai pas le temps, c'était les réactions des étudiants. Si je synthétise en fait leur réaction, pour ceux qui ont répondu, pour la dizaine qui ont répondu, ils ont trouvé qu'ils avaient appris effectivement beaucoup de choses en fait, qu'ils ont d'abord découvert un personnage qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connaissaient très mal. Et qu'ils ont été touchés par ce personnage, qu'ils ont appris alors pour certains à analyser des planches d'un point de vue technique, mais finalement aussi à être proche de ce personnage sans pour autant excuser ses crimes. Voilà. Et en fait, juste ce que j'ai dit en introduction, c'est qu'il y a un étudiant qui, pour la session de 2020, m'a envoyé un message incendiaire après le deuxième cours parce que il trouvait, alors je précise que vu son message, il n'avait pas lu l'œuvre en fait, voilà, il n'avait pas lu l'œuvre, mais donc il trouvait que c'était justifier en fait les crimes atroces de Médée, voilà. Bon, donc non, en fait, s'il avait lu l'œuvre, il se serait rendu compte que c'était pas exactement comme ça l'approche. Voilà. Donc, je m'arrête.